Nous sommes partis, nous partons en voyage pour l'interview. Allez. Très bien. Bonjour les belles plantes et les belles fleurs, c'est Joël pour la chaîne Lumière, Reporter Lumière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueillie en compagnie et avec Gérard Duboeuf. Sa passion est le chant, entre autres, bien sûr, mais ce qu'il communique et ce qu'il souhaite justement transmettre, faire travailler, c'est le chant à travers bien sûr l'être, notre corps, tout ce qui est composé, la conscience, le souffle, etc., la présence. Et j'avais vraiment envie de faire cette interview, j'ai vraiment envie de faire cette interview. Et avant, comme vous savez, le masque est obligatoire, simplement pour une question de compréhension et d'appréciation. Gérard et moi, nous allons exceptionnellement les enlever pour faire respirer, pour que Et voilà. notre interview respire. Gérard, comment vas-tu? Bien. Cela fait presque, allez, on va dire un peu plus d'un an. Oui, c'était on a arrêté, je crois, en février. Oui, Ouais. tout à fait. Oui, Février 2020. nous sommes rencontrés en février 2020. Mm. Ouais. Et c'est là justement où j'ai découvert le chant, où vraiment ta manière de l'apporter, de présenter, ça a fait écho en moi, et puis aussi ça m'a fait me ressourcer quelque part, et puis aussi poser mon corps, poser ma voix, parce qu'avec les enfants, comme tu le sais, l'outil bien sûr principal c'est la voix. L'énergie que j'utilise avec les enfants, c'est bien sûr mon corps et ma voix. Et sincèrement, mais qu'est-ce que j'étais détendue et qu'est-ce que j'étais bien dans mes baskets, même les quelques séances. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec toi du sujet. Alors, tu veux bien nous expliquer, toi, comment tu vis le chant et justement ta rencontre avec le chant? Alors, oui, ma rencontre avec le chant, autant que je puisse regarder en arrière, j'ai toujours vécu dans un milieu de chant. Alors, non pas que mes parents étaient des professionnels, mais mon père chantait très bien. Et je me rappelle avoir entendu, je suis très jeune, entendu mon père chanter, qui avait une belle voix de ténor léger, les Italiens diraient tenore di grazia, et il aurait travaillé sa voix, il aurait pu faire carrière. D'ailleurs, dans les années 50, on pouvait plus faire carrière qu'aujourd'hui. Et il chantait donc très très bien. Et donc, j'ai toujours été élevé avec le chant. Quand, au début des 30 Glorieuses, dans les années 60, mes parents m'ont acheté leur premier électrophone, et il y avait un prêt de disque où travaillait mon père. Celui qui tenait la discothèque, c'était un passionné d'opéra, et j'ai été nourri des grands compositeurs italiens, Verdi, Puccini, les Français, Massenet, notre compositeur stéphanois d'ailleurs. Donc j'ai toujours vécu dans le chant, malgré moi. Et je me rappelle quand j'avais 14-15 ans, je mettais un disque, alors c'était toujours les mêmes ténors, il y avait les ténors d'ailleurs, il y a Tony Ponset, Gustave Bottio, Alain Vanzo, je mettais un disque et j'essayais de chanter en même temps que, ce qui n'était pas génial parce que j'avais pas la voix pour, voilà, et donc je voulais être ténor, et c'est tout naturellement qu'après, quand il a fallu faire mon orientation en classe de seconde, que j'ai pris l'option lettres philo musique. Donc j'ai fait un bac musical. Voilà. Et donc après, j'ai fait le conservatoire quelques années. J'ai fait des chœurs d'opéra quelques années parce que ça nourrissait pas son homme, n'est-ce pas? On était payé au cacheton. Et voilà. Et puis voilà. Et puis ensuite j'ai fait du nomadisme vocal. Parce qu'au conservatoire, la première prof que j'ai eue, Madame Marthe Piron, elle avait bien reconnu ma voix de basse. Mais oui, d'ailleurs pour le concours d'entrée, on avait fait quelques répétitions et moi, je m'étais amené avec l'air de Valentin dans le Faust de Gounod. Un air très difficile, elle me disait mais du bœuf, vous n'avez pas quelque chose de plus simple? Je disais non, c'est ça que je veux chanter. Et au concours d'entrée, j'ai fait le meilleur canard de ma vie en chantant l'air. Enfin, le jury a
reconnu, je pense, que ma voix avait manière à travailler, quoi, que je pouvais travailler. Donc, j'ai été accepté. Le deuxième prof que j'ai eu, parce qu'elle est partie à la retraite, alors il entendait peut-être que j'avais une voix un petit peu claire, et il m'avait classé baryton Martin, c'est-à-dire presque ténor. Alors, il me faisait chanter comme ça, n'est-ce pas? Oui, alors, oui, ben, d'accord. Ben, oui, oui, ben, oui, ben, bon, si on a besoin de vous, on vous écrira, hein, d'accord? Donc, j'ai arrêté avec lui, parce que c'était une erreur, véritablement une erreur pédagogique. Donc, après, j'ai fait pas mal de nomadisme musical, parce que je me demandais où était ma voix, au prix des cours de chant, etc. Quand j'ai chanté un petit concert entre amis, quelqu'un m'a dit, mais il faut prendre des cours de chant. Je lui dis, mais j'en prends déjà. Non, non, il faut prendre des cours de chant avec, je vais te donner une adresse. Et il donne une adresse, et je suis allé à cette adresse, à Saint-Étienne. Et là, c'était un ancien baryton basse des chœurs de l'Opéra de Paris, donc un recrutement international, qui était resté à l'Opéra de Paris après la grande purge de Rolf Liebermann quand il est arrivé en 72, qu'il a viré tout le monde. Lui, il est resté, ce qui est un signe de qualité, et il était ensuite doublure des grandes basses de l'Opéra de Paris. C'est-à-dire qu'il répétait avec les Pavarotti, les Frenny, les Guillaume, etc. Et il demandait des conseils. Bon, s'il n'avait pas eu aussi mauvais caractère, il serait resté parce qu'il avait tout envoyé promener à cause d'une histoire de contrat. Voilà. Mais il avait une expérience terrible. Et là, j'ai travaillé avec lui pendant 7 ans. Et voilà. Et c'est lui qui m'a redonné la voix que j'avais quand je suis rentré au conservatoire. Donc, il y a eu cette redécouverte, une redécouverte. J'ai redécouvert ma voix à ce moment-là. J'ai passé très nombreuses années sans savoir qui j'étais vocalement. C'est pour ça que tu parles de monomadisme. J'entends là ce voyage que tu as fait. J'ai fait un voyage. C'est différents justement professeurs qui ont orienté. Bien sûr. Bien sûr, avec bien sûr cette part d'acceptation d'erreur et aussi cette révélation après grâce à cette rencontre de 7 ans. Exactement. Mais quand je l'ai auditionné chez lui, j'étais tremblant comme une feuille. J'étais un grand monsieur, il était impressionnant. Alors lui, c'est assez paradoxal, il m'a tout enseigné, mais il ne m'a rien appris. C'est-à-dire qu'il me donnait très très peu de conseils, mais quand il était à côté de moi et qu'il chantait, il y avait une espèce, par induction, je dirais, par induction, je voyais comment il baissait la mâchoire, comment il respirait, etc. Et c'est comme ça que progressivement, j'ai pu progresser. C'était quelqu'un de très exigeant, hein, mais il ne donnait pas des conseils, etc. Et c'était lui le modèle. Alors c'était bien parce qu'il avait une voix de basse, comme moi, donc je pouvais me calquer sur lui. Alors là, vraiment, dans ce que tu décris, c'est toi qui observes, c'est toi qui imites, et c'est toi qui comprends, qui intègre en fait. J'intègre sans qu'il y ait autant des explications. J'intègre ce qui se passait à l'intérieur de son corps. Waouh. J'intégrais ce qui se passait à l'intérieur de son corps. Alors quelquefois il me disait, écarte un peu les côtes, etc. Bon, mais c'était pas un professeur qui était très 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 attaché à la technique. Très attaché. Mais il avait une voix absolument splendide. Voilà, c'était... Et pendant 7 ans, j'ai travaillé avec lui. Et c'est lui qui m'a tout redonné, qui m'a redonné la voix. D'ailleurs, quand j'ai les premières séances, quand il m'a fait vocaliser, il m'a dit, mais oui, mais tu es une basse, et tu es même une basse profonde. Alors une basse noble, la basse la plus grave. Alors ça m'a fait rire quand au conservatoire on prenait pour pratiquement un ténor d'opérette, quoi. Pour aller chanter comme ça, c'est ça, oui. Oui. Mais ma voix elle est là, ma vraie voix elle est là. Si je pose mon larynx, ma voix elle est là. D'accord. Voilà. Ah oui. C'est pour ça qu'on a plusieurs voix. Ah oui, c'est pour ça que ma voix, si je pose mon larynx aussi. Ah ben oui, bien sûr. Sauf que j'ai envie de la faire chanter. Mais tu remarqueras que quand on a peur, on monte la voix. Professionnellement aussi, je faisais attention quand j'avais des mauvaises nouvelles à apprendre à mes équipes. Je faisais attention de ne pas parler comme ça parce qu'on est en situation de fragilité quand on parle comme ça. Alors que si je parle comme ça, j'ai la voix beaucoup plus posée. On passe beaucoup mieux et on est beaucoup plus rassurant. Voilà. Oui, c'est vrai. On sent cet ancrage des pieds. Un ancrage des pieds, tout à fait. C'est là. La voix, elle est dans le hara, ce qu'appellent les Japonais. Le hara, le centre du souffle, c'est là que la voix se forme. Sinon, c'est une vibration des cordes vocales, c'est tout. C'est rien que ça.
Et c'est là la difficulté du chant, c'est de placer la voix là au centre du corps, à partir du hara. bien sûr. Le chant, c'est très simple. Mm. Il y a quelques notions simplement techniques. C'est la respiration. L'inspiration, elle est simple. On inspire, c'est passif. Mm. L'expiration, c'est un peu plus compliqué. Mais après, il y a l'appui, appuyer sa voix sur le diaphragme. Voilà. Il y a soutenir la note pendant qu'on émet, non pas une note qui retombe comme ça. Et puis ensuite, il y a la projection du son. Mais si on respire bien, la projection, elle se fait toute. Il y a 3 ou 4 notions. D'ingrédients. Il y a 3 ou 4 notions. Oui, d'accord. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça va après beaucoup plus loin. La technique, c'est une chose. Ce qui se passe à l'intérieur du corps, c'est tout à fait autre chose. Et c'est ça, cette approche, et puis aussi cette pratique qui est intéressante auprès de toi, c'est cela. C'est pas, comme tu l'as dit, ok, il y a une partie technique, mais il y a une partie aussi, c'est vraiment, comme tu t'en as parlé, voilà, cette énergie, enfin voilà, c'est pas que la voix qui va être là, qui va être, voilà, la dernière arrivée en bout de course, c'est vraiment, justement, ouais, ce centre, ouais, et puis je me souviens aussi que tu disais, de toute façon, si vous voulez aussi que la voix se diffuse, ou la puissance, ou voilà, cette harmonie, puis cette continuité, quelque part, tu as dit, eh ben oui, tu nous as toujours dit, je me rappelle il y a quelques séances, il faut que ça vienne des pieds jusqu'à... Et je me rappelle, tu disais vraiment, on ressentait bien, même on quittait nos chaussures, bien sûr, pendant l'atelier. Eh oui. Il faut trouver sa voix, il faut redescendre au centre de la voix. Simplement, une chose, le bébé qui vient de naître, on va dire 3 kilos à peu près, environ, et quand il crie, une voix absolument énorme. Voilà. Parce que la voix, il ne réfléchit pas, l'enfant qui vient de naître. La voix, elle vient de là. Et c'est après, quand on apprend à marcher, l'éducation qui fait remonter le centre de la voix beaucoup plus haut, pratiquement au niveau des épaules. Donc il faut retrouver la voix que l'on avait quand on est sorti du ventre de notre mère, c'est-à-dire ce rapport entre les décibels qu'un bébé peut sortir par rapport à 3 kilos. À 3 kilos. Ah oui. Alors quand on a retrouvé ça, ben effectivement, voilà, on peut chanter, retrouver. Mais c'est pas facile de faire redescendre. Parce qu'on a tellement pris l'habitude que notre voix, de sortir ça, comme ça. On est toujours plus, voilà, il y a toujours plus le corps naturellement qui est là, qui parle, jusqu'à la gestuelle des mains, de la tête, du visage, du ressenti. Et des fois, justement, on ressent beaucoup moins, comme tu as dit, des pieds jusqu'au ventre, en fait. C'est incroyable, hein, quand même. Donc, il y a tout ce travail-là, donc de revenir vraiment, de redécouvrir ces parties. Redécouvrir toutes ces parties de son corps, faire vibrer tout le corps. Wow. C'est tout le corps qui vibre, c'est pas uniquement les cordes vocales. Et à ce moment, on a retrouvé sa vraie voix, alors que qu'on utilise souvent une voix je dirais, l'être, pas de son être profond, mais la voix de son paraître. Hein, ce que l'on veut paraître en société, le personnage que l'on croit être. Alors que la voix, c'est justement réapprendre à cette voix qui parle de l'être intérieur, C'est quand même, il y a plus de sens qu'il y a du chant. Là, tu es en train de dire qu'on va renouer, qu'on va se retrouver avec notre être, notre enfant, notre bébé. Voilà, exactement. C'est incroyable de monter jusqu'à là et d'aller se raccrocher jusqu'à, comme tu as dit, ce premier cri. Mais c'est vrai que c'est puissant parce qu'on se dit, on est tout petit, tout dans la pureté, je voulais juste l'arriver. Et hop, ce cri du cœur, du corps aussi. Et quand tu dis voix, mais il y a tellement de choses, il y a tellement la voix VOX et VOIE, même si j'arrête pas de le dire, mais quand tu dis vraiment la voix, voilà, il y a ceci, tu vois, à quoi je pense, voilà, c'est cette voix dans les deux sens. Exactement. Alors, quelques exemples. Donc, je fais travailler quelques personnes comme ça. Il y en a qui arrivent, il y en a une qui est arrivée qui n'avait pas de voix du tout. Bon, elle grattait un peu sa guitare en chantant du blues. Au bout d'un an de travail, elle a retrouvé une voix absolument superbe. Elle chantait du baroque, mais alors merveilleusement bien. Sauf qu'un jour,
ben, elle a tout arrêté. Ah oui. Et j'en ai plusieurs comme ça, qui ont beaucoup évolué, et quand elles retrouvent leur voix, eh ben, elles sont très impressionnées, et elles quittent l'atelier. Parce elles ont retrouvé le personnage qui les habitait, mais ce personnage leur fait tellement peur, leur fait tellement peur. Ouais. Actuellement, j'en ai aussi qui faisait du blues, qui Mm. grattait sa guitare. Elle a une voix de soprano coloratour, elle monte jusqu'au contrefort. J'espère qu'elle ne va pas arrêter, parce que ça me fera... Mais toutes celles qui ont redécouvert leur voix, la plupart ont arrêté à un moment donné, et brusquement. Ah oui. Ouais, elles quittent l'atelier parce qu'il y a quelque chose qui les impressionne. On devrait justement, quand on donne des cours de chant, faire un accompagnement psychologique. Oui, c'est vrai. Hein, Parce qu'il que y a c'est... quelque chose de plus, Ah oui. parce que c'est pas seulement chanter, mais expliquer, non, c'est le vrai personnage qui est à l'intérieur de toi, Oui. qui s'exprime. Tu te retrouves toi-même, tu te retrouves au fond de toi-même. Ouais. C'est ça qui est passionnant. Ouais, c'est vraiment... Ouais, je vois que c'est vraiment se voir tel que l'on est, voilà, nous-mêmes avec nous-mêmes, devant le miroir de Exactement. l'authenticité. Et c'est vrai que L'authenticité, oui. ça peut Oui. justement, cette appréhension et cette peur, parce qu'on nous met face à nous. Et c'est vrai que ça peut faire peur. Et je pense que justement, dans ce que tu expliques, c'est un cheminement, c'est justement des choses qui sont prêtes ou pas, qui vont se faire ou pas. Et, et, et c'est ouais, c'est vraiment waouh. Il y a vraiment plus de, il y a plein de profondeur, il y a plein de travail en fait que le chant, ouais, Ça nous c'est révèle à nous-mêmes, ça nous waouh. révèle. De toute façon, bon, on sait depuis la psychanalyse, depuis Freud, depuis Oui. Jacques Lacan aussi, qu'on est un être double, hein, qu'on est identifié à une image comme ça, de manière très artificielle. Les textes sacrés nous le disent aussi, Oui. ils disent tous la même chose, que ce soit la Bible, que ce soit la Kabbale, que ce soit la Torah, que ce soit le Zen d'Avesta, que ce soit les Upanishads, que ce soit c'est-à-dire tous les textes sacrés de l'Inde, nous disent tous, nous sommes des êtres doubles. Nous sommes des êtres doubles et nous sommes mus par une force intérieure. Eh bien, c'est cette force intérieure qu'il faut retrouver. C'est celle tous ces traumatismes, qui sont bloqués dans nos muscles et notamment dans notre colonne vertébrale et qu'il faut essayer d'assouplir, qu'il faut essayer de faire nôtre, qu'il faut essayer toutes ces blessures que l'on a. Le chant nous aide à débloquer toutes ces tensions que l'on a le long de la colonne vertébrale notamment. C'est ce que fait d'ailleurs Serge Wilfar, un ancien de l'opéra de la Monnaie de Bruxelles, qui fait des stages un petit peu bizarroïdes parce qu'il fait prendre des positions acrobatiques et émettre des sons un petit peu bizarres. Mais tous ceux qui ont été dans ce stage, ils sortent avec une voix qu'ils ne connaissaient pas. Ne connaissaient pas. Mais il y en a d'autres qui font. Émile Francine Laurent aussi, qui a la méthode Humana Cosmo Voce, aussi le fait. Enfin, il y a eu Gabriela Cegolea. Alors, elle a écrit un livre, Vox Mantis, qui est en roumain et en italien. J'ai essayé de le lire en italien, mais je ne suis pas très bon dans la lecture de l'italien. Alors, elle fait chanter d'une manière sans air. Alors ça, c'est un petit peu... Je me suis demandé si j'avais bien compris. J'ai pris contact avec elle, elle m'a dit oui, vous avez bien compris, c'est ça la méthode. Pour dire qu'il y a plein de méthodes de chant aussi, il y a plein de maîtres de chant qui font travailler uniquement sur le déblocage des énergies et qui font que l'on retrouve sa voix. Ouais, c'est magnifique de travailler avec tous ces chants, justement, que ce soit voilà, le corps, les émotions, l'aide, comme tu as dit, voilà, cette partie, toujours, hein, comme on dit, ce qu'on ressent là et ce qu'on ressent Bien ici sûr. dans la colonne vertébrale, c'est waouh, franchement, c'est super. Quand on apprend à chanter, chanter, c'est pas changer de voix et changer de vie, c'est changer la représentation que l'on a de nous-mêmes. Hein. Il faut épouser, ce personnage intérieur que l'on a. C'est pas la peine de vouloir chasser les démons que l'on a, il faut les épouser pour travailler avec eux.
C'est ça le vrai travail. Et ce que nous aide notamment le chant, mais il y a d'autres techniques, le yoga, etc., qui nous aident. Mais le chant se manifeste. Je prends un exemple que je connais très bien. Quelqu'un que je connais très bien. Moi, Oui. par exemple. Hein. Oui. Bon, je suis pas un être violent, je suis sympathique, ouvert, etc. Euh, les personnages que j'incarne le mieux, avec ma voix de basse, c'est les grands prêtres, cardinal, celui qui vient ranger une situation, qui vient apaiser. C'est ça le personnage qui est à l'intérieur de moi. Dans la vie courante, je suis rebelle à toute autorité. Je suis un véritable rebelle. Hein. Qui l'aurait cru? Eh oui, et à l'intérieur de moi, les personnages qui vont bien, c'est celui qui appelle, le grand prêtre, voilà, c'est dans Nabucco, etc. C'est ça le vrai personnage. Et c'est ce personnage-là qui m'habite. Et c'est ce personnage-là qui sort quand je chante. Voilà. Alors que dans la vie courante, non. Je suis plutôt rebelle. Et c'est ça quand tu parlais justement de la double. Justement cette lettre notion, double. Oui, de lettre double. Oui. Donc là, t'en reviens aussi, tu l'as un peu décortiqué là. Tu as posé carrément l'exemple, en fait, de lettre double. C'est cette part de toi que tu peux faire rejaillir par le chant et par tes personnages, que tu peux chanter, jouer, interpréter, et puis ton être de tous les jours, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ben voilà, un exemple concret, grâce à toi, Gérard. Alors je reviens vraiment parce que donc le fondement, la fondation, c'est dans la famille. Il y a déjà un talent de ton papa, il y a les personnes que tu rencontres, il y a toi ton travail, bien sûr, avec tout ce que tu as. Alors, je voudrais t'arrêter. Il y a mon père qui m'a beaucoup influencé, qui m'a guidé tout le temps, qui a fait le maximum. Mon père chantait très bien, et ce que j'ai su quelques années avant sa mort, c'est que ma grand-mère chantait très bien. Alors ça m'a toujours étonné. Parce que ma grand-mère, je l'ai connue jusqu'en 72 à peu près, et nous avions que, pour des raisons familiales un petit peu obscures, que des relations qui étaient très protocolaires. On y allait, on passait 1 heure avec elle le dimanche matin, mais il n'y avait rien qui se passait, donc je l'ai très peu connue. Et mon père m'a dit qu'elle chantait très bien. Alors ça m'interroge beaucoup, parce que bien que née à Lyon, ma grand-mère, elle était de parents, c'est-à-dire mes arrière-grands-parents, c'était des agriculteurs, des viticulteurs bourguignons qui avaient quitté la Bourgogne en 1882 lorsqu'il y a eu l'épidémie de phylloxéra et qui étaient venus à Lyon pour pouvoir travailler parce qu'il n'y avait plus rien à manger en Bourgogne. Voilà. Et donc, ma grand-mère a vécu dans un milieu très paysan. Elle connaissait tous les opéras. Alors, mais comment cette fille de paysan bourguignon a pu, comme ça, connaître tous les opéras, apprendre à chanter, etc. Ça, c'est un grand mystère. Et qu'elle a transmis à mon père, voilà, ça, c'est un grand mystère. Mais je dirais que dans les éléments de la vie, il y a toujours un germe qui est caché. Et c'est ça la dynamique. C'est-à-dire, il y a toujours un germe que l'on ne connaît pas, quelque chose de voilé, et sur lequel on essaye de travailler, et c'est ce qui nous permet d'avancer. De mettre la lumière. Si le germe, si le germe n'était pas caché, ça ne serait pas la même. Intensité et cette recherche dans ta vie, de te questionner, et puis voilà cette compréhension aussi qui peut arriver dans la famille jusqu'à toi. J'ai fait beaucoup de recherches généalogiques pour trouver, parce que mon père ne parle jamais de sa mère ni de ses origines, rien du tout, donc j'ai fait des recherches généalogiques très poussées. Je me dis, mais comment ma grand-mère a pu connaître tous les opéras? Qui est-ce qui l'a initié? Il y a eu un déclic qu'elle a transmis à mon père et qui m'a transmis. Donc c'est dans une lignée familiale que je continue comme ça à travailler, qui m'a été transmise. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'appelle Éliseo du Chizy, parce que ma grand-mère s'appelait Elisa. Donc j'ai masculinisé son prénom en Éliseo. Et pourquoi Uchizy? Parce que Uchizy, c'est le dernier village de Bourgogne, dans le Mâconnais, que mes grands-parents ont occupé avant de partir à Lyon. Donc Éliseo du Chizy, voilà. Et donc c'est un hommage que je lui rends, parce que c'est elle qui m'a tout transmis. Via mon père, c'est elle qui m'a tout transmis. C'est une magnifique aventure. Et un magnifique, comme je dis, réalisation d'amour.
Ah oui, depuis ta grand-mère à aujourd'hui. C'est un véritable hommage que tu lui rends. Et je suis touchée justement de le découvrir pendant notre interview et avec vous, cher public. ouais, Ouais, vraiment, chère belle plante et ouais, chère belle fleur. C'est magnifique oui, cette recherche, oui. ce travail que tu as fait. Waouh! Alors c'est ce qui me plaît maintenant, c'est justement, Mm. moi, bon, j'ai eu une formation, je dirais un peu professionnelle au conservatoire, j'ai fait des chœurs d'opéra, Oui. alors ça c'était Mm. absolument, mais ça me rendait à moitié fou, hein, parce que être le soir sur scène, voilà, et l'être un lendemain matin à l'hôpital pour travailler, Mhm. je comprenais plus, là, je m'y repérais plus. Bon, il y a eu les chœurs d'opéra, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé, puis c'est ce travail que j'ai fait pendant 7 ans avec ce grand monsieur-là de l'Opéra de Paris. Alors maintenant, je ne veux pas monétiser ce que j'ai fait. Maintenant, je transmets gratuitement. Je Oui. ne suis pas un professeur de chant, je ne suis pas un maître de chant, je suis pas... Non, je suis je transmets. Je Mhm. suis un passeur. C'est pour ça que je fais des cours bénévolement, que je Tout à fais fait. travailler. C'est bénévole. Je Oui. passe. Je passe mon savoir et ensuite qu'ils passeront à d'autres, etc. Et C'est ça, ça. ce que tu dis là, c'est tellement important et ça résonne tellement parce que je crois qu'on est vraiment voilà, dans la vie pour, avec les talents de chacun chacune et pour, c'est ça, passeur de talents, Oui, passeur de... bien sûr. bon, on t'en parlait bien sûr des passeurs d'âme aussi, justement ce travail de guérison, ce travail de passer dans la famille. Mais là, vraiment, quand tu passes, ouais, ton amour, c'est simplement aussi, hein, à travers le chant, à travers aussi ben, le vivre ensemble, être ensemble dans ces instants-là. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que dans les cours de chant que je donne ne sont pas des cours de chant classiques. Oui, Hein. On raconte beaucoup des choses de nous-mêmes, oui. on rit beaucoup, Mm. alors que dans un cours de chant au conservatoire, ou Mhm. même avec mon maître de chant avec qui j'ai longtemps travaillé, c'était pas tellement rigolo. Quelquefois, on a envie même c'est quelquefois très violent. C'est très violent le chant quand on travaille professionnellement. Parce que c'est très très exigeant. Alors que là, je fais quelque chose, comme tu dis, Mm. quelque chose qui est très ouvert, qui est très convivial, qui est très. On parle de nos vies, on parle. C'est ça qui construit. Oui, Le chant, ça vient comme support, de ouais. support. C'est un instant, oui, un gros peu médiatisé, on dirait. Hein, Oui. voilà. Oui, alors toi, ce que tu vois, vraiment, j'entends là, c'est la discipline dans le chant, quoi, que tu as vécu cela, et que, et ben, dans maintenant tes ateliers actuels, oui, c'est vraiment en intégralité que tu prends l'être, voilà, et simplement avec, comme c'est, hein, comme chacun et chacune est, et vraiment, euh, ouais, je trouve que oui, ce côté un peu ouais, discipline, ça peut apporter aussi, mais des fois, oui, c'est vrai que il y a aussi, ouais, il faut Oui, tenir. oui, quelquefois. C'est, Ah oui, mm, je me rappelle, il y a eu des moments là. mm, Il venait, lui, mon prof, il habitait à Avignon. Il était mm, les dernières phases de sa vie professionnelle. Il était à l'Opéra d'Avignon. Donc, mais il avait sa belle-mère qui habitait Saint-Étienne. Donc, il venait tous les 15 jours à Saint-Étienne. Donc, soit il louait un studio chez un pianiste à Saint-Étienne, soit il venait à la maison. Hein. Mais quelquefois, c'était hard, hein, ouais, parce qu'il était très, très, très exigeant. ouais, Alors, mais aussi, alors là aussi, mm, c'était assez drôle parce qu'il parlait beaucoup de lui. Il était très, très égocentrique. Hein, et donc, le cours qui devait durer 1 heure, il durait parfois 3 heures. Hein. Mais sur waouh, les 3 heures, je chantais peut-être une demi-heure parce que tout le reste, c'était lui qui parlait de. Il était passionnant, il était passionnant. mm. Mais quand on chantait, il fallait tenir compte de ses remarques, de ses. Ah Ouais. oui, ah oui. Euh, J'imagine que ça a dû y avoir des périodes et des cycles de bouleversement en toi, autour de toi, et aussi ça a dû faire bouger beaucoup de choses, hein, bien sûr, en toi, et ton histoire de vie, et puis peut-être aller aux émotions. Parce que c'est vrai que avant qu'il il y a tout ce travail que tu as fait et que pour en arriver là, il y a eu, tu veux nous en parler un petit peu de Le ces... chant, c'est une recherche Oui, intérieure. oui,
c'est une recherche intérieure. Mhm. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que le chant, surtout l'art lyrique, on s'exprime, on a une voix qui porte énormément, mais c'est en fait tout le travail psychologique qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut redescendre à l'intérieur de nous-mêmes, psychologiquement. Alors, Oui. avec le souffle, mais avec le souffle, il y a aussi tout ce qui va chercher toute notre historicité de notre vie, de notre construction psychologique, voilà. Et ça fait évoluer, ça fait drôlement évoluer. Ça met en route une dynamique, quelque chose que l'on ne pourrait pas faire tout seul. C'est une espèce, je dirais, oh, c'est pas une psychanalyse, non, mais c'est presque comme une psychanalyse où on se cherche soi-même, avec son maître intérieur. Voilà, il y a le chant et le maître intérieur, voilà, tout à fait. Hein, je viens de le découvrir avec toi. Voilà pourquoi ça sert les interviews et à quoi ça sert. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'interview, c'est que je sais grandement de quoi, bien sûr, on va causer, parce que c'est vraiment une rencontre avec toi, avec la personne vraiment que j'interviewe et tout ça, et qui va nourrir, qui va faire grandir, et l'un et l'autre, et c'est la personne voilà, qui pourra recevoir l'information, et voilà, où ça pourra faire son cheminement aussi. Mais vraiment, ouais, moi, ça m'ouvre justement plus les yeux dessus, et aussi le cœur aussi sur cet aspect-là. C'est pas que la beauté de la voix ou la beauté, justement, c'est vraiment... c'est plus... Si on cherche effectivement la beauté de la voix pour séduire, on fait fausse route. Oui. On fait fausse route. Complètement. Oui. C'est pas la peine de venir chanter si on veut avoir une voix pour séduire. Il faut se séduire soi-même, à l'intérieur de soi-même. Voilà. Et c'est un petit peu le péché un petit peu de certains jeunes qui veulent séduire avec la voix, qui veulent... moi aussi j'ai voulu faire ça, je veux dire, quand j'étais jeune, je voulais être ténor. Hein. Quand je me suis aperçu pour entrer au conservatoire que je n'étais pas ténor, je me suis dit, ah bah tu vas être baryton. Alors ça m'a pas plu beaucoup, hein, parce que le baryton, c'est pas celui qui est vraiment devant de la scène. Et ensuite, quand j'ai compris que j'étais une basse, là aussi, je suis rentré en moi-même, il a fallu que j'accepte cette situation, que je serais une basse. Et c'est pas évident, c'est une identité que l'on a. Et être basse, c'est pas celui qui est, je dirais même, sur la plupart des disques, le nom de la basse, il est même pas cité. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais donné une conférence sur les voix de basse, en me disant, enfin, il faudrait quand même que les basses, on en parle un petit peu plus. Hein. Donc, cette voix de basse, il a fallu que je l'accepte, que je la fasse mienne, et que je me dise, oui, je suis basse. Et c'est pas une voix qui va séduire. Bon, il y a eu quelques basses dans l'histoire du chant qui ont séduit. Il y a eu les Chaliapines, il y a eu les Gurov, etc. Mais ils ont été très, très, très peu. On peut les compter sur les 5 doigts de la main. Hein. Donc, heureusement qu'il n'y a pas que la médiatisation qui compte vraiment. C'est tout l'être, tout le coffre, tout, justement, les trésors qu'il y a à l'intérieur de lui. Et justement, Gérard, nous arrivons au bout de notre chère vidéo. Oui. on pourra bien sûr continuer d'en discuter, c'est passionnant, c'est waouh, franchement ça transporte, ça apporte aussi là par notre échange, notre discussion. Eh bien, chère belle plante et chère belle fleur, moi je suis ravie de cette interview, vraiment du moment que j'ai passé à tes côtés. Je te remercie vraiment pour notre discussion. Et puis, je te dis à très bientôt pour d'autres interviews. Merci à toi d'avoir conduit cet entretien qui a permis de pouvoir m'exprimer sur des choses. Il y a des choses que je découvre aussi en même temps en parlant avec toi. Voilà. À très bientôt, chère belle plante, chère belle fleur. Prenez soin de vous et les masques toujours.